bonjour, je m'appelle Hugo, j'ai Bonjour. 21 ans et je viens de Belgique. D'accord, bonjour Hugo. Quand on parle de maltraitance chez les enfants et adolescents, Ouais. qu'est-ce qui vous vient spontanément à l'esprit? Euh, Isolation de l'enfant. Enfin, l'enfant qui va s'isoler peut-être tout seul de son environnement, peut-être à l'école ou quoi. Je sais pas. D'accord. Quelles conséquences pensez-vous que les violences peuvent avoir à court terme, moyen terme et à long terme chez l'enfant? Ben, à court terme, je dirais que l'enfant va forcément pas se sentir bien. Il va peut-être se poser des questions, qu'est-ce qu'il a mal fait, pourquoi ses parents sont comme ça, de la douleur. À moyen terme, ça va influencer sur son état mental, se poser beaucoup de questions, peut-être se renfermer ou justement devenir peut-être plus colérique et extraverti pour essayer d'attirer l'attention. Et à long terme, ça va être peut-être de reproduire ce qu'il a vécu. Et voilà. Ça marche. C'est bon. 10 sur 10. Elle rigole derrière. SMA. C'est parce que Cyril qu'il est timide. Quelle différence voyez-vous dans la manière dont on parle de la maltraitance physique par rapport à la maltraitance psychologique? Est-ce que vous percevez une différence entre, entre une claque dans la gueule, je vais être clair, hein, entre une claque dans la gueule ou t'es nul? Je dirais que la maltraitance physique aura plus d'effets peut-être à court et moyen terme, alors que les maltraitances psychiques ont plus d'effets à long terme. C'est-à-dire qu'elles vont plus rester et ça laissera moins de séquelles des violences physiques peut-être, enfin ça dépend lesquelles bien sûr, hein, c'est le truc qui reste à vie, mais que le psychique ou si on est constamment rabaissé, on va jamais se sentir bien, quoi. Même plus tard on aura des problèmes. Pensez-vous que la société est suffisamment attentive aux signes de maltraitance chez les enfants ou les adolescents? La société française. Suffisamment attentive. Je pense qu'elle est suffisamment attentive sur pas grand-chose. C'est toujours des questions un peu tabous qui sont difficiles à déceler. Et ouais, il y a des choses mises en œuvre, c'est déjà bien, mais sûrement pas assez. Si c'était vous, qu'est-ce que vous feriez pour essayer de déceler les violences? La question, je sais pas, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué en fait, parce que chaque situation est différente. Ça dépend de chaque enfant. Et ouais, je sais pas. À réfléchir. À réfléchir. Pour la prochaine fois. Ouais. Une interrogation la semaine prochaine. Comment imaginez-vous qu'un enfant ou un adolescent pourrait exprimer ou cacher sa souffrance face à la maltraitance? Donc, tout à l'heure, vous avez parlé d'isolement. Ouais, isolement, peut-être face à ses camarades de classe, pour pas devoir expliquer ce qu'il vit à la maison, ou pour pas devoir expliquer qu'il a un bleu quelque part, ou que ses copains peuvent pas venir chez lui parce qu'il y a telle ou telle raison. Voilà. Donc on reste encore dans l'isolation. Ouais, Je pense. me construis une barrière autour. Principalement, moi j'ai plus cette idée-là, mais après je sais bien qu'il y a d'autres comportements qui devraient sortir. Quels obstacles un jeune ayant vécu de la maltraitance pourrait-il rencontrer pour en parler ou pour demander de l'aide? Ses parents, la pression des parents derrière, que peut-être que les parents vont lui dire si tu racontes ça, papa, maman ils vont aller en prison, ils vont plus être avec toi, ce sera ta faute, et du coup l'enfant tout de suite il va vouloir. Parce que même s'il est maltraité, ça reste quand même ses parents indirectement, et je pense que ça pour un enfant ça compte beaucoup, parce que c'est quand même le plus gros soutien qu'il peut avoir. Et du coup
coup, je pense que cette pression va être très déterminante, puisque l'enfant n'aura pas envie de faire du mal à ses parents, lui. Et du coup, il va essayer de tout faire pour garder la situation et les protéger le plus possible, je pense. Très bonne réflexion. Qu'est-ce qui, selon vous, pourrait empêcher un adulte de croire un enfant qui parle de maltraitance? Waouh. Qu'est-ce qui pourrait empêcher un adulte de croire un enfant? Je vois pas trop en vrai parce que... Enfin, il y a cette logique chez les adultes qu'un enfant peut vite exagérer, mais je pense qu'il y a des trucs qui ne mentent pas. Enfin, si un enfant décrit exactement quelque chose qui s'est passé, enfin, ça reste un enfant, il peut pas non plus décrire trop de trucs précis, il peut pas avoir imaginé des délires trop improbables. Enfin, je sais pas. Pour moi, je pense que c'est surtout le fait qu'on va penser que l'enfant exagère. Mais moi, je pense qu'un enfant, ça exagère pas. Un enfant qui vous dit maman, elle est pas belle. Ouais. Ouais, mais ça, c'est. Parce que c'est son avis à eux, ils sont pas subjectifs, eux. C'est ses mots d'enfant, il traduit avec des mots d'enfant. Objectifs. Maman, elle est pas belle, ou je veux pas retourner chez maman, ou papa, il est pas beau, et je veux pas retourner chez papa. On peut essayer de voir pourquoi derrière, il trouve que son père ou sa mère n'est pas beau. Ça marche. Donc en fait, vous creusez dans la communication, quoi. Ouais. Avez-vous déjà dans votre vie croisé un enfant ou un jeune qui semblait en souffrance? Et comment avez-vous réagi? Ouais. Comment expliquer? C'était dans mon stage et c'était une famille, enfin on suivait une famille dans mon stage puisque je suis assistant social, on suivait la famille. Et en fait l'enfant avait été victime d'attouchement par un grand-père éloigné. Et du coup on a bien vu que ça se répercutait sur son comportement après, puisque c'est passé au judiciaire, il y a eu enquête, enfin il y a eu emprisonnement et tout, l'affaire s'est réglée, mais lui il n'y a pas vraiment eu de suivi, je pense, sur ça. En tout cas, lui n'en avait pas, il n'allait pas voir un psy pour en parler, il n'allait pas voir, et du coup ça se voyait dans son comportement qu'il était assez Il n'a pas déposé son sac, quoi. Ouais, c'est ça. Et qu'il portait toujours avec lui, et que c'était très compliqué. Et nous, c'était compliqué aussi parce que on a un peu perdu l'affaire aussi. Et la mère était pas très En fait, elle essayait de nier l'affaire aussi parce que je pense que pour elle, c'était un peu une honte que ses enfants aient vécu ça. Et du coup, elle essayait juste de pas en parler et d'oublier le truc, sauf que l'enfant, il va pas l'oublier. C'est marqué à vie. Et c'était difficile d'aborder le sujet même et de lui en parler à la mère, je sais pas. Et du coup, il n'y a rien qui se passait et nous, on était un peu impuissants, en Belgique en tout cas. En tant qu'assistant social, à part conseiller, on n'était pas très... Et son expression, c'était le grand-père du côté de la mère ou du côté du père? Non, c'était du coup la mère, c'était son beau-père, du coup c'était un grand-père mais pas de la famille. D'accord. C'était un Il y avait grand-père, peut-être déjà eu quelque pareil. chose avant alors. Peut-être. Y a-t-il des souvenirs d'enfance ou des histoires entendues qui vous font penser à l'importance de protéger les enfants et les adolescents contre la maltraitance? Pourquoi protéger les enfants contre la maltraitance? Pour leur bon épanouissement, je pense que c'est important pour que un enfant puisse bien s'épanouir et dans de bonnes conditions, pour que lui plus tard ne puisse pas refaire et être éduqué sur les choses malsaines, je vais dire, des violences
de son passé. aux enfants ou sur n'importe qui. Qu'est-ce qui, d'après vous, pourrait aider un enfant victime à se sentir écouté, protégé et peut-être se confier? Je pense qu'il faut créer un lien avec lui sans le forcer à vouloir s'exprimer sur ce détail-là. Il ne faut pas qu'on soit là avec lui et qu'on soit en mode... pardon, je ne m'exprime pas bien. Qu'on soit... Pressé d'entendre la vérité? ouais, ou du moins sa vérité? Qu'on soit vraiment là juste pour ça, juste pour lui poser des questions sur ça, juste pour avoir des réponses. Non, je pense qu'il faut passer des bons moments avec lui pour installer un lien de confiance. Et que là, à partir de ce moment-là, je pense que l'enfant parlera de lui-même. Et il ne faut juste pas forcer les choses. Important. Ne pas forcer les choses. Comment la société pourrait-elle mieux accompagner les personnes qui ont vécu une enfance ou une adolescence difficile? Donc toujours à cause de la maltraitance, bien sûr. Ouais. Des accès à des psys, directement je pense à ça. De pouvoir se livrer, c'est un minimum. Pouvoir parler de ce qu'on a vécu sans jugement, avec des professionnels qui peuvent nous aiguiller sur des façons de pouvoir régler nos pensées négatives. Je pense que ce serait Vous allez dire régler les pensées négatives? Ouais, les problèmes, les questions qu'on se pose quand on est enfant. Mais ouais, je pense que ce serait un minimum, c'est d'avoir un accès et peut-être de sensibiliser sur ça, puisque les psys, ça reste quand même encore beaucoup tabou. Et peu de personnes y vont, malheureusement. Puis après, chez les psys, il y a différentes manières de faire et d'être. Voilà. Pensez-vous que les personnes maltraitantes sont facilement identifiables? Non. Non, pas du tout. C'est ce qui rend la chose difficile sur la sensibilisation et le fait que je pense que si une personne n'a pas envie d'en parler, on ne le verra pas. Un enfant qui se fait maltraiter chez lui, mais qui veut absolument le cacher, je pense qu'on ne le verra pas, à part s'il y a vraiment un gros événement qui va faire en sorte. Mais sinon, non, je pense pas. Et est-ce que pour vous, les personnes maltraitantes, on peut les identifier facilement ou pas? Je dirais peut-être plus que les personnes maltraitées. Peut-être que quand elles sont, par exemple, si on prend du coup la famille dans son entièreté et qu'il se passe quelque chose, un événement à l'école ou quoi, peut-être qu'on pourrait voir une crise de colère ou quelque chose comme ça et qu'on pourrait se dire... mais je pense que les personnes maltraitantes sont plus vite identifiables que les maltraitées. Sont plus vite, enfin rapidement, facilement identifiables que les personnes maltraitées. Pas parce que je dis plus facilement que c'est facile. Oui, j'ai bien compris. Selon vous, est-ce qu'un enfant battu devient automatiquement un adulte mauvais? Non. Non. Ça peut. Ça peut, parce qu'il du coup, il peut avoir cette banalisation de la violence qui peut accumuler, ou cette haine qu'il va vouloir réexprimer après, quand il sera adulte, quand il aura un peu plus d'autorité, de pouvoir. Mais je pense que ça peut aussi être tout l'inverse, une personne très calme, très renfermée sur elle-même, qui va pas chercher de problème, parce qu'elle aura toujours cette crainte de la violence, de ses traumas, de retourner là-dedans. Ouais, rouvrir le passé, quoi. Ouais. Envisagez-vous d'être parent un jour? Et pensez-vous que vous saurez relever le défi d'être un bon parent? Actuellement, c'est pas dans les plans. Mais si on l'est, bien sûr qu'on fera de notre mieux et que... Vous avez déjà pris une voie
Pardon Vous avez déjà pris une voie dans votre métier qui vous permet d'être un peu mieux informé. Ouais, c'est ça. Mais voilà, mais je pense que si on est parents, voilà, jamais on ferait ça. Après, ici, justement, on se dit qu'on aimerait bien profiter et que si on a un enfant, on ne saurait pas le gérer. Et que peut-être, voilà, parce que ça serait trop de responsabilité. Mais si on en a un, bien sûr que on fera de notre mieux. Ça marche. Si vous aviez l'occasion de dire quelque chose à un enfant ou à un adolescent qui souffre en silence, quel message lui adresseriez-vous? Il peut suffire d'un mot à la bonne personne et ça peut régler les choses. Après, je sais bien que déjà un mot c'est compliqué. Mais qu'ils sont pas seuls et que ce qu'ils vivent, c'est pas normal et c'est pas tolérable. Et que même s'ils aiment de tout cœur leurs parents, qui veulent pas leur faire de mal, que c'est eux d'abord. Et qu'ils doivent penser à leur santé, à eux. Ça marche, Hugo. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Non. Non.